Donc, nous avions, avec Marwa, développé une relation amicale, sympathique. Il comprenait notre curiosité et nous ne venions pas pour, comme des touristes. Il y avait déjà, donc, on savait qu'un certain nombre de Blancs, enfin depuis les années 70, il y en avait qui venaient chercher des émotions, des expériences. L'ayahuasca commençait un peu à se connaître. Et il a vu que ce n'est pas ça du tout qui nous intéressait, qu'on cherchait, mais par contre qu'on était intéressé à en savoir plus, à comprendre et à découvrir. Et donc la relation était sympathique, on a fait connaissance avec sa famille. Lui-même a eu une vie matrimoniale assez mouvementée, un jour on était avec lui, il y a eu un visiteur Shipibo qui disait « Ah oui, mais toi tu as eu 5 femmes en même temps à un moment donné ». Et donc on s'est un peu intéressé aussi à la vie matrimoniale des chamans parce que on avait appris que chez les Shipibo, l'homme va vivre chez sa conjointe. C'est de la matrilocalité ou de l'uxorilocalité. Et là, on commençait à découvrir que pour les chamans, ça ne se passe pas tout à fait de la même façon. Que le chaman fait venir ses femmes. En plus, quand il en a plusieurs, il ne peut pas être forcément dans les communautés. Et que certaines de ces femmes sont des anciennes patientes, etc. Mais, bon, apparemment, pour nous, ça fait partie quelque part aussi d'un certain profil chamanique. Et je crois que jusqu'à récemment, il en avait au moins 2 en même temps, mais une d'elles habitait, on traversait le petit chemin de terre, habitait de l'autre côté. Et puis, à un moment donné, un jour, nous venons le voir pour continuer l'entrevue, il nous dit « Ah, moi, je vais aujourd'hui procéder à une petite cérémonie et vous donner à chacun un nom Shipibo. » Alors, il a commencé avec Françoise et avec un peu de fumée de tabac. Rebecca. Puis ça a été mon tour. Pekon Kopi. Alors on l'a un peu questionné. Il dit oui, ce sont des noms d'esprit, Chaikoni. Et on a retrouvé par la suite, parce qu'on a fait des généalogies de Chaikoni. Parce que, bon, il avait une épouse, mais il avait des beaux-parents, il avait des beaux-frères ou des belles-sœurs, parfois qui avaient eux-mêmes plusieurs conjoints, et puis des cousins, et on a commencé à faire des généalogies mystiques. Donc on en a, bon, c'est pas allé très très loin, mais c'est à ce moment-là, et là je veux donc signaler qu'il y a eu une incidence, là encore, avec le chamanisme sibérien. J'avais été invité à Nanterre auparavant et faire des conférences, plusieurs conférences. Robert Tamayon m'y avait invité. Et une des étudiantes suivait avec beaucoup d'attention et est venue avec une autre déjeuner avec moi après une de mes conférences. Et c'était Isabelle Dayan, qui était en train de préparer sa thèse et qui, donc en Bolivie, et qui me dit, mais vous savez, chez les Shiman, et je fais des généalogies spirituelles, etc.
Et j'avais trouvé ça très intéressant. Et du coup, ça nous a encouragés, d'ailleurs, à creuser ça, parce qu'on n'est pas très loin de la Bolivie. Enfin, il y a quand même des contacts, des chamans, Shipibo, qui se rendent là-bas en différentes circonstances, dont le père de Kwesem Betsa est allé plusieurs fois dans des régions avoisinantes. Et ça, c'est aussi un monde... bon, moi, personne ne m'avait jamais parlé de ça dans mes études anthropologiques. Et là encore, c'est un secteur, mais qui demande une grande connaissance des gens, de la langue. Et à un moment donné, quand on peut atteindre cette dimension, eh bien, on est surpris, surtout à travers les noms personnels, car ça crée un lien, ça c'est absolument certain. Et donc, après cette cérémonie, nous sommes revenus à Yarinacocha. On a encore fait quelques entrevues avec Guillermo Arevalo, Kwesem Betsa, et donc c'est clos cette première et fructueuse mission en 1994. Nous avons eu toutes sortes de développements, car nous avions deux subventions, une sur le politique, avec donc ce collègue Forrest, le politologue, et qui impliquait aussi la Sibérie. Et donc le projet, ça a été des chefs, des prêtres et des chamans. Donc on voulait commencer à explorer la christianisation, qui fait partie des réalités dans les trois régions. On avait donc ces trois aires, on avait les Inuits, et puis la Sibérie, on espérait, mais nous incluions aussi, nous avons inclus assez rapidement l'ONU, où là nous rencontrions et des leaders religieux et des leaders politiques. Et du coup, c'était toute cette question de l'affirmation, de la reconnaissance des droits ethniques, culturels, y compris religieux. Donc tout ça venait compléter, mais ça faisait un gros ensemble d'investigations. Et donc il y a eu des colloques en Alaska, il y en a eu ICC, on s'est intéressé au développement, aux organisations politiques autochtones aussi. Et voilà, donc après 1994, il a fallu aussi digérer un peu tout ça. On a donc continué dans cette même voie par tranche de 3 ans, puisque les subventions du crèche, en renouvelant néanmoins au fur et à mesure des découvertes. C'est-à-dire nous étions partis du troisième genre, du troisième sexe social. Pour le moment, les résultats de ça n'étaient pas évidents immédiatement. Mais on a eu l'occasion en 1997 d'y revenir et de discuter avec les chamans du modèle et surtout de ce qui les distinguait dans leur vie sociale. J'ai évoqué déjà ce manquement à la résidence uxori locale, que le chaman était parfois dans la position inverse. Et ensuite, quand nous avons eu accès
On a pu assister à Pucallpa à une séance ou l'autre avec Stambetsa, et déjà ça nous a un peu frappé à quel point dans les chants qu'il utilisait, et que d'autres, son père aussi, quand il y participait, la voix de fausset, falsetto. Comment, à certains moments, il prenait une voix féminine, la voix du haut de contre, donc qui est à la limite, mais si on ne sait pas, on peut penser que c'est une femme qui chante, comme la contralto, côté féminin. Et ça nous a frappé, et les quelques questions qu'on a pu poser, enfin déjà, c'était que quand il chantait avec cette voix-là, c'était l'esprit auxiliaire qui s'exprimait par sa bouche. Et donc on a commencé à se demander si on n'avait pas là déjà une forme de travestissement vocal. On sait qu'il y avait le côté purification, mais même on commençait à entendre parler de parfums que le chaman utilisait, qu'on appellerait nous des parfums de femmes, qui étaient utilisés pour être agréables aux esprits. Et bon, on entrait là, mais on s'est dit, là il faut vraiment explorer les alliances mystiques, car c'est un champ auquel on avait accès, mais seulement par ces individus comme Iradior, qui avait reçu un des noms d'un esprit auxiliaire de son père, Iradior, l'esprit, le créateur des saumons, qui est un mythe, qui est un nom mythique, et que les noms de chamans, les noms d'esprits, mais on n'en était pas au point de pouvoir faire des généalogies. Alors, au retour de l'Amazonie, on n'a pas eu beaucoup de répit, avait lieu le congrès d'études inuites à Iqaluit, où nous avions une session, si je ne me trompe pas, et surtout j'avais à faire l'ouverture du congrès. Et j'ai fait un petit texte. Gerlier Faure était avec nous car on avait une session sur le développement politique. Donc il y avait, je crois, Dali Sambo qui devait être là, de l'Alaska, et on avait différentes communications. Et alors, l'inauguration, donc on avait Madame Cournoya, la présidente des territoires du Nord-Ouest, et puis on avait des amis de toutes les communautés. Il y avait Yari qui était là, je pense qu'il faisait une communication sur le troisième sexe, mais à laquelle je n'ai pas pu assister parce que c'était une session très riche. Bref, j'ai préparé en toute hâte un petit discours d'inauguration, et on arrivait d'Amazonie, on avait été en Sibérie l'année d'avant. Bref, j'étais en plein dans ces domaines chamaniques, et j'ai axé ça sur le chamanisme en évoquant les problèmes, tous les problèmes qu'il y avait à ce moment-là, qu'on beaucoup évoquaient au Nunavut, au Nunavik, dans le monde inuit, alcool, drogue, suicide des jeunes, violence familiale, une certaine maltraitance à l'égard des aînés par les générations qui suivaient, bref, un certain désarroi associé à une scolarisation maintenant généralisée, à la télévision qui était maintenant répandue partout, et dans les journaux, on n'arrêtait pas de parler dans le sud comme au nord, des drames, des meurtres, y compris, je me demande s'il n'y avait pas eu déjà un meurtre de policier, etc. Et je disais, face à cette détresse,
ne pourrait-on pas dire que en éradiquant le chamanisme, on a quelque part enlevé tout un cadre, un système de valeurs, un cadre de référence tant social que spirituel, et qui a un vide à ce niveau-là. Et je dis, nous arrivons d'Amazonie où il y a une sorte même de redéveloppement du chamanisme, y compris chez les jeunes, des projets de refaire même, Arévalo nous avait parlé d'un projet de faire un centre de formation pour des jeunes Shipibo où on les initierait et on leur donnerait en même temps un minimum d'éducation pour que ce ne soit pas des chamans illettrés, mais des chamans qui aient des outils aussi pour continuer le chamanisme dans la vie moderne. On arrivait de Sibérie l'année d'avant, où renouveau du chamanisme, les Yakoutis qui voulaient choisir comme emblème un tambour chamanique, qui avaient organisé ce grand colloque international chamanisme comme religion, et ça voulait dire pour eux leur religion de référence. La Corée également, qui avait pris le chamanisme comme quelque part une religion, leur religion traditionnelle face aux religions de l'Inde, aux cosmologies chinoises ou chrétiennes. Ils avaient le chamanisme qui leur appartenait avec, il y a 30 000 femmes chamanes, il me semble me souvenir de ça, en Corée du Sud, qui ont un syndicat des femmes chamanes, etc. Bref, alors que chez les Inuits, une sorte de grand vide, et j'avais redécouvert donc les archives de Sven Fredriksson, j'en avais entendu parler. On préparait, je pense, à Études Inuites, un numéro sur le chamanisme, possession, christianisation. Bref, on essayait de redonner du sens à ce système, du moins à y trouver une cohérence qu'il avait, mais qui est longue à faire ressortir. Et à un moment donné, je dis, mais dans la salle, beaucoup d'entre vous portent des noms de chamans. Et je citais, il y en a certains même, d'esprits auxiliaires de chaman. Le nom hiérarque, le nom Iraliok, ce sont des noms d'esprits auxiliaires. Et je dis, je sens flotter l'ombre de vos éponymes dans cette salle. Alors, je fais ma présentation. Gerlier Foreben l'avait traduite en anglais. Donc, bon, j'improvise un peu et puis, je voyais quelques aînés d'Iralouit qui avaient froncé un peu les sourcils quand j'avais dit ça. Je voyais des jeunes d'Arctic College dans une rangée qui semblaient tout excités, qui sont venus me voir après et me dire « il faut absolument que vous veniez donner un cours à l'Arctic College ». Et puis, un gendre de Irad York, le mari de Mathilda, vient me voir après et me dit « Bernard, t'es-tu rendu compte? Tu avais une aura, une raumaner, une lumière autour de ta tête. Je te regardais. Alors, je ne me suis pas rendu compte. » Et lui-même était dans une recherche chamanique. Il avait été voir des aînés dans d'autres villages et il avait envie de redécouvrir le chamanisme. Bref, ce congrès, il s'est passé quelque chose à ce congrès. Et puis, Suzanne Sammons m'a invité chez elle et on a commencé à parler. Je parlais de ce que j'avais découvert, à ce que je découvrais dans les archives, ou du moins ce qui avait été écrit sur ce fonds d'archives de Fredriksson. En tout cas,
Yari présentait une communication sur le troisième sexe social, un peu critique encore à ce moment-là, parce que effectivement, et ça c'était, j'étais familier de ce genre de critique ou de questions critiques. On ne parle pas beaucoup de ça, il n'y a pas de terme inuit, etc. Et j'ai attendu, j'allais dire, encore plusieurs années avant de découvrir le mythe alaskien qui commence par ceci. Chez les Blancs, il y a 2 sexes. Chez nous, il y en a un troisième. Et qui racontait l'histoire d'un travestissement. Cet homme qui ne voulait pas chasser, qui a finalement accouché d'un baleineau. Enfin bref, un très beau mythe que je n'avais pas encore découvert, alors qu'il avait quand même été publié. Bref, on se retrouve à ce congrès, une année encore assez importante et qui va me faire aller encore plus de l'avant dans surtout l'exploration côté inuit et avec cette redécouverte des archives de Frederickson rédigées en Inuktitut du Nunavut par ce chercheur qui a eu l'idée géniale dans le 1946 d'aller questionner des anciens chamans dans ce qui est maintenant le Nunavut et même le Nunavik. Il allait dans les hôpitaux, ce que peu d'anthropologues ont fait, et d'enregistrer, qui avait rencontré Rimuk Serach à Chesterfield et qui l'a enregistré. Et on a là des témoignages tout à fait uniques, extraordinaires. Donc, les activités se précisaient. On a le mariage mystique, on a le troisième sexe, on a les chamans. Il s'agissait d'approfondir et de surtout faire quelque chose de tout ça. Très vite est venu le projet avec Chalifou. Nous avions été invités tous les deux à Paris par Roberta Maillon à enseigner 1 mois chacun dans sa chaire consacrée aux religions de l'Arctique et au chamanisme. Et bref, ces développements sibériens et amazoniens ont permis de faire le projet, Chalifou et moi-même, d'un numéro qui intéressait la revue Anthropologie et Société, et nous en avons fait un numéro très ouvert aux collègues étrangers avec qui nous avions des contacts, donc Roberta Maillon en premier, puis il y a eu Madame Kendall que j'avais connue au colloque de Séoul sur le chamanisme et qui était une des bonnes spécialistes, une des grandes spécialistes du chamanisme coréen. On avait la femme d'Eric Schwimmer qui était une connaisseuse aussi de ce chamanisme coréen. Et Maria Bachigalupo, que j'avais connue à Ottawa, une étudiante de Marie-Françoise Guédon, qui travaillait chez les Machi, qui allait travailler chez les Machi. Bref, on a sollicité ces auteurs, et y compris Louis-Jacques Doré, un de mes plus proches amis, collègues et collaborateurs, qui me dit un jour, Bernard, à Montréal, il y a des rituels vietnamiens traditionnels, et l'hôte qui nous reçoit est habillé en femme, est travesti. Et il semblerait que ce soit une coutume, il est le maître de cérémonie et il opère. Et je lui dis, mais Louis-Jacques, c'est extrêmement intéressant, fais-nous un papier dans ce numéro. Et je crois que ça ouvre de nouvelles perspectives, et surtout, je commençais à m'ouvrir au travestissement dans les médiations religieuses. Et j'avais retenu
déjà depuis le numéro de 86 cette remarque de Fraser que le travestissement accompagne très souvent, et il disait ça d'une façon générale, la médiation religieuse. Et donc, j'étais quand même assez à l'aise à creuser ce domaine parce que, à ma connaissance, ça n'avait jamais fait l'objet dans l'anthropologie contemporaine de l'époque. Et comme je l'ai déjà signalé, Mircea Eliade, dans les travaux ultérieurs, mais dans son chamanisme, est encore dans l'esprit évolutionniste, la tradition marxiste voulant que ce soit un reste du matriarcat. Le matriarcat est existé avant le patriarcat, et que si les chamans se travestissent, c'est simplement un reste du matriarcat. Et c'est la doxa encore en Union soviétique chez beaucoup, car c'était ce qu'on enseignait dans les musées, on vous disait ça quand vous abordiez le sujet. Donc, on avance. Je décide d'aller, je suis invité à Ilisimatusarvik à enseigner pendant une semaine, à donner cours et conférences par cette université groenlandaise, et je le fais sur l'anthroponymie, le chamanisme, etc., et en indiquant que si tous les noms de rues sont maintenant en langue inuite, les noms personnels, l'état civil est toujours sous le contrôle de l'Église et depuis les origines, et les noms personnels, on ne trouve pas beaucoup, les prénoms en particulier, de noms inuits. Et donc, quelque part, il faudrait peut-être se réapproprier aussi ce domaine de la transmission des noms, si importante au Nunavut, même si y a des régions où on ne peut plus tellement transmettre d'un sexe à l'autre sous l'influence de la christianisation, car chez les anglicans en particulier, on vous mentionne que dans la Bible, il est écrit « Si tu es un homme, tu ne t'habilleras pas en femme » et inversement. Alors que les catholiques semblaient plus ouverts à ça, surtout depuis que Monseigneur Turquetil, quand il était missionnaire, s'était intéressé aux noms, avait fait d'ailleurs un article sur la transmission des noms, et qui ne semblait pas incompatible avec le catholicisme de ces missionnaires. Donc, on fait ce numéro qui a connu un certain succès. En France, il a été beaucoup utilisé, Robert Tamayon et d'autres auteurs. Et puis, j'ai été également sollicité par d'autres collègues comme Michel Perrin, qui a fait son petit que sais-je sur le chamanisme et qui a décidé de faire un chapitre sur le troisième sexe. Et quand j'avais été le voir, il était au LAS, et quand je commençais à travailler sur ce domaine, il me disait « Mais écoute, les données que j'ai viennent confirmer un peu ce que tu dis. Les femmes chamanes ont la réputation d'avoir beaucoup d'aventures amoureuses avec les esprits, et les hommes chamans ont aussi des esprits de l'autre sexe, etc. » Donc ça lui paraissait bien. Françoise me disait qu'un chaman dans les années 60 était venu lui demander si elle n'avait pas des aphrodisiaques, car il perdait un peu sa puissance sexuelle par ses pratiques chamaniques. Bref, j'avais des indices d'un peu partout. Ce qu'on disait sur les machis du Chili, chez Métro, des hommes efféminés, mais qui avaient l'air d'être dominés historiquement, d'être dominants parmi les machis, même si dans le contemporain, c'est surtout des femmes. Bref, il y avait cette idée que peut-être l'homosexualité était associée à tout ça, mais le travestissement, quelque part, pouvait avoir sa place et surtout être éventuellement réinterprété tout à fait autrement
que ça ne l'avait été historiquement. Donc, on entre là dans un débat beaucoup plus important et surtout, dès qu'on est dans le domaine du religieux, des cosmologies, on a non seulement les humains qui sont les médiateurs ou les officiants des rituels, mais on a les esprits aussi, dont les figures androgynes sont multiples, quand on n'a même pas aussi des avatars. Une divinité, mettons, féminine ou masculine, a des formes androgynes, a des formes de l'autre sexe, etc. Et dans l'hindouisme et même dans le bouddhisme, ces métamorphoses, ces métampsychoses, etc., ne sont pas du tout un obstacle à leur inclusion dans des cosmologies. Et rien n'empêche de croire que les Inuits n'ont pas eu aussi, ils ont cette idée que tout peut se transformer, j'allais dire, pas en tout, mais y compris même le nom qui passe dans des corps différents et qui à chaque fois entraîne certains effets, etc. C'est nous plutôt, avec notre rationalisme, notre logique, qui quelque part créons des barrières qui nous empêchent sans doute d'entrer dans ces systèmes.